The winner is Qatar. 2 décembre 2010. Le Qatar jubile. Il vient de décrocher l'organisation du Mondial de football 2022. Le premier de l'histoire dans un pays arabe et, selon le Qatar, le premier qui sera complètement neutre en carbone. Mais devait-on y croire ? Je suis certain que la grande majorité du comité exécutif n'a pas lu les rapports. Pas du tout. Je pense que ça a joué un rôle dans l'opinion des gens, mais que ça n'a pas été l'argument décisif. C'était une erreur, en tout cas, de croire que ça allait être des Jeux mondiaux écolos. Des documents officiels et des témoignages exclusifs obtenus par Le Monde jettent la lumière sur les promesses non tenues de la candidature qatari. Quand le Qatar obtient la Coupe du Monde, il y a quelqu'un qui ne saute pas de joie. Lui, Sepp Blatter, le président de l'association qui co-organise le mondial, la FIFA. 12 ans plus tard, sur les hauteurs de Zurich, celui qui a été le chef de la planète foot pendant 17 ans se confie. Pour être vrai, c'était aussi une Coupe du Monde que moi, personnellement, je ne voulais pas tellement. Comment on peut faire une Coupe du Monde, d'abord dans un si petit pays, où on peut, à pied ou à vélo, on peut aller d'un stade à l'autre. Ça, c'était pourtant l'argument numéro 1 du Qatar, en faveur de l'écologie. La péninsule a déployé 3 lignes de métro et des navettes qui relient les 8 stades entre eux. Les supporters peuvent assister à plusieurs matchs dans une même journée. Une vraie rupture, selon Rémi, mon collègue qui a couvert la compétition en Russie en 2018 et au Brésil en 2014. Dans les précédentes Coupes du Monde, il était impensable de faire un déplacement sans avion pour assister même à un match de poule, un 8e de finale, et c'était même impossible de considérer pouvoir faire 2 ou 3 matchs dans la journée. Moins de distance, moins de transport en avion, tout cela réduit les émissions de gaz à effet de serre. À une condition, pouvoir se loger sur place. Sauf qu'au Qatar, d'après le site de réservation de la FIFA qui centralise une grande partie de l'offre, la nuitée la moins chère est à une centaine d'euros pour loger ici, à 8 km du stade le plus proche. Inabordable pour beaucoup de supporters. Il y a un manque d'alternatives, c'est-à-dire que sur une Coupe du Monde au Brésil, en Russie, en Afrique du Sud, vous pouviez aller dans une ville voisine et trouver un logement à tarif plus abordable. Au Qatar, ces alternatives à prix ne seront pas disponibles. Les alternatives, il faut aller les chercher plus loin, beaucoup plus loin. Par exemple, à 1h10 d'avion de Doha, ici. Pendant le mondial, la compagnie Fly Dubai multiplie par 10 ses vols quotidiens vers le Qatar. Les supporters pourront donc faire l'aller-retour dans la journée et la promesse d'une compétition compacte, elle, vole en éclats. Gardons ce rapport sous les yeux. C'est l'évaluation de la candidature du Qatar par la FIFA. C'est avec ces informations en main que les 22 membres du comité exécutif ont voté en 2010. Page 9, il y a ça. Le tableau des températures au Qatar en juin et juillet. Période à laquelle la compétition est alors censée se jouer. 40 degrés en journée, humidité élevée. À Bruges, nous sommes allés rencontrer une des rares personnes qui, au sein même de la FIFA, s'en est inquiétée. On savait d'avance que si on allait là-bas, qu'on allait toujours avoir une température trop élevée pour normalement jouer au football. La promesse de stade climatisé ne rassure pas le médecin. Coupe du Monde, c'est beaucoup plus que des matchs de football. Délégation, supporters, journalistes, plus d'1 million de personnes sont attendues sous des températures caniculaires. En 2015, une décision inédite est finalement prise. Voilà qui va donc sérieusement bouleverser le petit monde du ballon rond. La Coupe du Monde de foot 2022 aura lieu en hiver. Une bonne nouvelle pour les joueurs et les supporters, mais aussi pour l'environnement.
À 25-30 degrés, la climatisation devrait rester éteinte. Mais cela ne suffira pas à atteindre l'objectif ambitieux que s'est fixé le pays. Neutralité, carbone. Ces deux mots reviennent plusieurs fois dans l'évaluation du projet qatari. Et ça séduit un des poids lourds de l'écologie de l'époque, Yann Arthus Bertrand. Le réalisateur et photographe accepte de donner son coup de tampon au projet. Mais moi, j'étais persuadé qu'à ce moment-là, qu'on allait tous compenser le carbone. Donc on était en plein là-dedans, j'y croyais beaucoup, je trouvais ça formidable que le Qatar s'engage. Mais que vaut la promesse du Qatar ? En 2021, ce rapport commandé par la FIFA estimait les émissions carbone de la Coupe du Monde à 3,6 millions de tonnes d'équivalent CO2, dont la moitié directement imputable au comité d'organisation qatari. 1,8 million de tonnes que le Qatar s'est engagé à contrebalancer en investissant dans des projets bons pour l'environnement. On appelle ça la compensation carbone. Pas du tout crédible, c'est vraiment une information qui est trompeuse, en tout cas qui induit fortement en erreur. Gilles Dufrane fait partie d'une ONG spécialiste des marchés carbone. Dans ce rapport, il expose plusieurs problèmes. D'abord, les projets pour lesquels le Qatar paye des crédits carbone. En général, les projets jugés bons pour l'environnement, on les trouve dans des registres établis par des organismes indépendants. Le Qatar, lui, a fait différemment. Il a créé son propre registre, le Global Carbon Council, un organisme qui certifie des projets qui posent question. Le problème, c'est qu'en fait, c'est pour la plupart des projets qui sont viables économiquement en eux-mêmes, sans avoir besoin de vendre des crédits carbone. Autrement dit, ils ne remplissent pas les critères habituels de compensation carbone. Le deuxième problème, c'est que les émissions sont sous-évaluées selon Carbon Market Watch. Voici comment elles ont été calculées. La construction d'un stade émet 270 000 tonnes d'équivalent CO2. Ce stade a une durée de vie de 60 ans, soit environ 22 000 jours, ce qui nous fait à peu près 12 tonnes d'équivalent CO2 par jour. Le mondial, lui, mobilise le stade 58 jours, selon la FIFA. Les auteurs du rapport multiplient les émissions quotidiennes liées à la construction du stade par 58 jours. Voilà, vous avez l'empreinte carbone de la Coupe du Monde pour la construction d'un stade. Bref, les organisateurs ne prennent en compte dans leur bilan que 58 des 22 000 jours de la durée de vie du stade. C'est moins de 0,3% des émissions liées à la construction. Interrogée par Le Monde, la FIFA assume ce mode de calcul. Étant donné que les stades ne seront pas uniquement utilisés pour la Coupe du Monde, les organisateurs ont inclus les émissions concernant la période pendant laquelle les stades seront utilisés par la Coupe du Monde. C'est assez trompeur pour nous d'ensuite dire on n'est pas responsable des émissions, parce que la raison principale pour laquelle on a construit ces stades, c'est pour la Coupe du Monde. Pour accueillir le mondial, le Qatar a construit l'équivalent d'un stade de France, d'un stade Vélodrome et de 5 stades comme celui de Bordeaux, sur un territoire à peu près grand comme l'Île-de-France, mais avec 4 fois moins d'habitants. Mais au Qatar, ça sera terrible. Qu'est-ce qu'ils veulent faire avec tous ces stades? Mais ils ont des stades qui sont construits à la pièce, comme un Lego. Voilà à quoi l'ancien président de la FIFA fait référence. Un des 7 stades construits pour le mondial, le Stadium 974, est entièrement démontable. Un aspect marquant du projet qatari. Ils avaient mis en avant le fait que les stades allaient être démontés pour être amenés dans les pays en voie de développement, et c'était plutôt une très bonne idée. Mais où ces stades seront-ils construits? Pour l'instant, seules des hypothèses ont été évoquées. Le démontage des infrastructures pose d'autres questions. Over 6,500 migrant workers have died in Qatar since the country was awarded the contract for the 2022 World Cup. Depuis le début des chantiers, les conditions de travail des ouvriers étrangers au Qatar sont dénoncées. Au fil des scandales, le gouvernement qatari a fait évoluer sa législation du travail. Pourtant, pour la vie quotidienne des travailleurs sur les chantiers ou dans les différentes infrastructures, on voit que les violations des droits perdurent.
Démonter, oui, mais dans quelles conditions ? Est-ce qu'après la Coupe du Monde, est-ce qu'on aura toujours cette lumière médiatique qui nous permettra de faire avancer les choses et d'avoir aussi un levier d'action, une pression vis-à-vis du gouvernement du Qatar pour faire avancer les choses pour les travailleurs migrants notamment, mais aussi sur les questions d'écologie. Sur l'écologie, Yann Arthus Bertrand dit avoir demandé des comptes en envoyant 2 lettres à l'ambassade du Qatar, restées sans réponse. Je pense que mon rôle sur le Qatar, peut-être qu'on n'a pas assez regardé le dossier, peut-être on peut poser des questions, mais bon, il l'aurait eu sans doute sans moi, je pense. Voilà. Mais c'est pas une excuse, et j'ai fait une belle connerie, je le reconnais. Et j'en suis pas fier. Sollicité par Le Monde et malgré les questions soulevées pendant notre enquête, le comité d'organisation qatari affiche son optimisme. Nous sommes heureux d'annoncer que nous sommes en bonne voie pour réaliser une Coupe du Monde neutre en carbone.